Merci au CETIM pour l'invitation et puis merci à Julie et aux autres membres du CETIM pour la très bonne organisation de ce colloque, symposium et pour tout. Alors, du coup, c'est difficile de ne pas se coordonner avant une conférence. Du coup, j'avais prévu de faire à peu près la moitié de mon intervention sur ce que vient de dire Alexandra, mais pour reprendre quand même certains trucs, parce qu'il y a quelques précisions à apporter. Le parc Yasuni, parc naturel, fait 980 000 hectares. Et la zone ITT, vous avez vu sur les photos et schémas d'Alexandra, fait 200 000 hectares. Donc c'est à la frontière avec le Pérou. Et la zone intangible, c'est pas tout le parc qui est en zone intangible, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous avez vu en fait en bas, bon c'est dommage, on ne peut pas le repasser là, mais il y avait en fait une bande qui fait 200 000 hectares. Donc la zone intangible, le territoire des peuples indigènes en isolement volontaire, Tayeri Taromenane, fait 200 000 hectares. Bon voilà, c'était juste pour préciser un tout petit peu plus, puisqu'on pense souvent que ITT égale Yasuni. Non, il y a une exploitation pétrolière dans le parc national Yasuni qui existe déjà. Et là, il s'agit en fait de préserver les trois forages d'exploration qui sont différents de forages d'exploitation. On ne peut pas exploiter avec des forages d'exploration. Il s'agit de préserver cette zone ITT, Ishpingo Tambokocha Tiputini, de l'exploitation du pétrole, justement. Alors, bien entendu, ces trois forages d'exploration existent depuis une vingtaine d'années. On n'aurait jamais pu savoir combien il y avait de barils de pétrole sous terre s'il n'y avait pas ces forages d'exploration. Mais par contre, c'est sûr que rien que ces forages d'exploration, Alexandra m'en parlait tout à l'heure, mais rien que ces forages d'exploration ont déjà créé des dommages environnementaux. Bon, c'est un tout petit peu moins pire que les forages d'exploitation, mais bon, il y a déjà des dommages environnementaux. Alors, comme vous l'a dit Alexandra, la compensation demandée par l'Équateur, donc, alors pour reprendre un peu, les chiffres étaient un peu confus, donc si l'Équateur exploitait ce pétrole, ça lui rapporterait 7 milliards de dollars. L'Équateur demande au moins la moitié, 3,5 milliards de dollars sur 13 ans. La compensation financière demandée n'est ni une donation, ni un chantage. On ne parle pas de chantage ni de donation. On parle de contribution financière des pays, surtout des pays occidentaux d'ailleurs, pour deux arguments. La co-responsabilité dans les dommages environnementaux globaux, Alexandra en a parlé tout à l'heure, et la dette écologique historique, où là je ne vais peut-être pas me risquer, puisqu'on a Monica qui est là, qui est spécialisée dessus, et puis Action Ecologica qui a quand même été la première ONG à théoriser ce concept, donc je ne vais pas me risquer là-dessus. Mais par contre, l'argument du gouvernement équatorien, c'est de dire les pays industriels ont pu s'industrialiser avec l'exploitation de nos ressources naturelles et maintiennent leur train de vie toujours grâce ou à cause de l'exploitation de nos ressources naturelles. Et nous, on n'en a pas vu la couleur. Alexandra vous l'a dit, l'Équateur exporte du pétrole depuis 1972, a exporté environ 4 milliards de barils de pétrole, ça lui a rapporté environ 90 milliards de dollars, et maintenant 36%, depuis que le gouvernement coréen est au pouvoir, 36% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté, mais avant c'était 50%. Bon. On va peut-être pas reprendre les débats, c'est ce qu'on appelle la malédiction de l'abondance. Et un des théoriciens de cette malédiction de l'abondance, c'est Alberto Acosta en Équateur, qui a porté le projet qui a été pensé à partir des expériences et des résistances de la société civile, des communautés indigènes, des ONG comme Action Ecologica ou la Fondation Pachamama.
Et Alberto Acosta arrive en tant que ministre du gouvernement de Correa en 2007, ministre de l'énergie et des mines, et propose cette initiative qui, au début, peut paraître complètement fou. Un pays pauvre, l'Équateur, un petit pays qui ne compte pas au niveau, à l'échelle internationale, au niveau des négociations internationales, exportateur de pétrole, dépendant économiquement du pétrole. 50% du budget et des exportations de l'Équateur viennent du pétrole. Ce petit pays fait une proposition novatrice qui pour certains paraît un peu folle, laisser le pétrole sous terre. Alors, cette proposition ne rentre pas, bien entendu, dans les négociations, dans les mécanismes des négociations internationales, puisque le protocole de Kyoto, l'objectif du protocole de Kyoto, c'est de compenser, et aussi avec ça des marchés de carbone, c'est de compenser la diminution de la contamination, la diminution des émissions de gaz à effet de serre. L'Équateur propose une compensation pour éviter, et ne pas diminuer, pour éviter l'émission de gaz à effet de serre. 410 millions de tonnes de CO2. Ça, cette logique-là n'existe pas. C'est la logique, en fait, c'est donner une valeur au fait de ne rien faire. C'est donner une valeur à la non-accumulation. C'est donner, en fait, une valeur, mais alors là aussi, je ne vais pas m'y risquer, puisque ça déclenche des débats depuis hier, à un bien commun, à un bien public mondial, comme dirait Jacques. Mais cette valeur de la non-accumulation, c'est différent du prix. Donc du coup, on n'est pas dans la marchandisation de la nature. Ça faut être clair là-dessus. Les 7 milliards, alors en fait, bon, pour aller, parce que là, à la fois Action Ecologica, mais aussi le gouvernement ont toujours cet argument. Mais en fait, alors, il y a eu un choix, au niveau des négociations internationales, il y a eu un choix géostratégique. Est-ce qu'il faut baser son argument sur le fait de laisser le pétrole sous terre, ce qui rapporterait en fait 6 milliards de dollars à l'Équateur, ou est-ce qu'il faut insister sur le fait d'éviter l'émission de CO2 ? Le choix géostratégique, pour ne pas effrayer les pays occidentaux, ça a été le fait d'éviter l'émission de CO2. Parce que alors, laisser le pétrole sous terre, alors là, c'est encore pire. Bon, on en a parlé depuis hier. Notre société vit sur la dépendance du pétrole. Donc laisser le pétrole sous terre, alors là, comme on nous a dit, et pourquoi pas aussi, et si l'Arabie Saoudite fait ça, où on va ? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc du coup, le choix a été fait d'insister sur l'argument éviter l'émission de carbone. Et donc, la commission Yasuni Tété, la commission gouvernementale Yasuni Tété, a calculé les 7 milliards de dollars sur le prix de la tonne de carbone sur le marché européen du carbone de 2009. Pourquoi ? Parce que dans cette commission ITT, il y avait au moins 2 personnages, mais bon, moi je les ai identifiés surtout eux, mais je ne veux pas leur lancer la pierre, mais le Roque Sevilla, qui était président de cette commission, qui vient de la Democracia Popular, et Yolanda Cacavatze, qui faisait partie de cette commission et qui est aujourd'hui présidente de WWF International, ces 2 personnages sont ce que j'appelle des écologistes néolibéraux. Et donc, ces 2 personnes croient toujours d'ailleurs, enfin, mais bon, elles sont parties de la commission, et tant mieux. J'expliquerai aussi le pourquoi tout à l'heure, comme ça répondra aussi à un argument d'Alexandra. Ces 2 personnes, en fait, croyaient dans le marché de carbone et voulaient installer Yasuni Tété dans le marché de carbone. Mais là, ce sont avec derrière l'argument de dire nous, on obtiendrait par exemple 1% dans le marché de carbone qui seraient des bons à éviter
et non pas à diminuer, mais enfin, à éviter l'émission de carbone. Et ce sont les pays européens qui ont refusé, et pour une fois, ils ont pris une bonne décision, puisque bon, ça ne rentrait pas dans la logique du marché de carbone. Du coup, cette idée d'installer ITT dans le marché de carbone a été refusée par la nouvelle commission depuis janvier 2010. Alors, pourquoi tout à l'heure, je disais, tant mieux que Roque Sevilla ait pris la porte, pas que Roque Sevilla soit un personnage horrible, non, bien au contraire. Tout simplement parce que lors de la signature du fideikommiss, du Fonds fiduciaire international, qui devait être signé en 2009 à Copenhague, les négociations sur ce fideikommiss avec le PNUD, Programme des Nations Unies sur le développement, se sont faites en fait d'une manière très opaque. Même le président équatorien Rafael Correa n'était pas au courant. Tout simplement parce que l'objectif, et ça moi je l'ai su que très plus tard, parce que pareil, moi j'ai insulté un Correa après la non-signature du fideikommiss, je l'ai insulté comme jamais, mais c'est après, quand on apprend les choses, c'est bien mieux. L'objectif de Roque Sevilla, c'était que ce projet soit autonome du gouvernement. Tout simplement parce que Roque Sevilla, il était maire de la Democracia Popular, il faisait partie de la partidocracia, donc ce système de partis contre lequel lutte Rafael Correa. Donc, il voulait que ce projet soit autonome du gouvernement. Or, ce projet est un projet gouvernemental et, selon le gouvernement équatorien, c'est même un pilier du processus politique que représente la révolution citoyenne en Équateur. Alors, du coup, il a fallu recommencer toutes les négociations avec le PNUD, retravailler les textes, et même Fander Falconi, qui était un des piliers du gouvernement et qui a démissionné en même temps que l'ancienne commission ITT de son poste de ministre des Affaires étrangères, même Fander Falconi a dit que le nouveau fideikommisso était meilleur. Parce qu'il y avait, en fait, il fallait à la fois défendre, obtenir des garanties politiques pour les pays contributeurs, mais aussi, en même temps, défendre la souveraineté nationale de l'Équateur. Et donc, du coup, dans le nouveau fideikommisso qui a été signé le 3 août dernier, on a cette garantie. Le dernier, en gros, le fonds sera administré par le PNUD, donc par une agence des Nations Unies pour le développement, et il y a toute une partie sur les garanties politiques, et notamment sur les objectifs de ce fonds. Je vais reprendre les objectifs de ce fonds. Alors, le capital du fonds Yasuni ITT sera investi exclusivement dans le développement de sources renouvelables d'énergie hydraulique, géothermique, éolienne ou solaire, avec comme objectif derrière le changement de la matrice énergétique et productive de l'Équateur. Parce qu'on peut changer la matrice d'énergie de la consommation de la population en général, la population d'énergie, et se passer du pétrole et des autres énergies fossiles, parce qu'il n'y a pas seulement que le pétrole qui pollue. Mais si on ne change pas la matrice productive des différentes industries, on n'élimine pas la grande partie de la pollution. Donc du coup, l'objectif, c'est de changer la matrice énergétique et productive de l'Équateur. Les intérêts du fonds seront, eux, destinés principalement à 4 types de projets. Premier projet, éviter la déforestation et conserver de manière effective 44 aires protégées qui correspondent à 20% du territoire équatorien. Alors, dans le premier fideikommisso, il y avait en plus les territoires indigènes. Alors, dans la commission ITT, il y a une personne qui appartient à la fondation Pachamama et qui elle, a dit... Écoutez, on ne leur a pas demandé leur avis aux populations indigènes, donc on leur laisse la possibilité plus tard de rentrer dans le fideikommisso, que ces territoires rentrent dans le fideikommisso et fassent partie de ces aires protégées. Mais pour le moment, on ne leur a pas demandé leur avis, donc on ne les met pas. Alors, je sais qu'ici, en Europe, on dit souvent, mais attendez... Le parc Yasuni, c'est un parc naturel. C'est déjà une aire protégée. On n'a pas le droit d'exploiter le pétrole là. La situation
de l'Amazonie en Équateur, il n'y a pas d'État en Amazonie en Équateur. L'État n'est pas présent. La découverte de l'Amazonie s'est faite depuis les années 50, 60, même 40, 50, 60. L'État a donné des territoires, enfin vendu des territoires aux différentes firmes multinationales pour qu'elles explorent et puis plus tard exploitent les différentes ressources naturelles. Donc l'État n'a jamais été présent en Amazonie. Et avec le projet ITT, c'est la première fois que l'État met son nez en Amazonie, ou mettrait son nez en Amazonie, plus exact en fait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le parc national Yasuni, 980 000 hectares, ça correspond à peu près, j'en sais rien, à un arrondissement de Paris. Il y a seulement 6 gardes forestiers dans ce parc national pour le protéger, et en plus pour protéger cette zone intangible dans laquelle on n'a pas le droit de rentrer. 6 gardes forestiers. Tout simplement, l'Équateur, comme beaucoup de pays du Sud, n'a pas les moyens financiers pour protéger ces parcs. Donc du coup, il n'y a pas d'état de droit en Amazonie. Pour vous donner un exemple, puisque Monica travaille aussi, son organisation, l'Observatorio de la Deuda y la Globalización, travaille aussi là-dessus. Repsol, mais bon, on pourrait prendre d'autres entreprises, mais par exemple, Repsol détient le bloc 16, il me semble. Le bloc 16, non? Si. Le bloc 16 dans le parc Yasuni. Les populations qui habitent sur ce territoire, c'est leur territoire, doivent avoir un visa pour entrer, un laissez-passer pour rentrer sur ce territoire. Bon, voilà un peu la situation actuelle. Donc, le projet ITT pourrait changer, contribuer, en tout cas, peut-être pas changer immédiatement, parce que c'est quand même, mais contribuer à changer cette situation qui est même une perte de souveraineté territoriale dans l'Amazonie. Bon, les zones protégées, les aires protégées ne sont pas seulement en Amazonie, hein, c'est sur tout le territoire équatorien. Là, je prenais un exemple. Deuxième type de projet, c'est la reforestation et la régénération naturelle d'1 million d'hectares de forêt, dont les sols aussi sont actuellement menacés par la dégradation. L'Équateur a le taux de déforestation le plus haut en Amérique du Sud, 198 000 hectares par an, et un des plus hauts d'Amérique latine. Donc, le projet Yasuni ITT contribuerait aussi à lutter contre cette déforestation. Troisième type de projet, le développement social des zones d'influence de l'initiative, avec notamment l'investissement dans l'éducation, la santé. Donc ça, c'est tous des secteurs qui sont tenus en ce moment par les firmes multinationales qui exploitent le pétrole, puisque pour obtenir l'accord des populations et des communautés indigènes et non indigènes en Amazonie, ces compagnies arrivent et proposent, on vous construit un centre de santé, on vous construit une école, on vous donne $4 000 par famille, ce qui est énorme, hein, et en gros, elles obtiennent comme ça l'accord des communautés qui vivent dans la pauvreté et qui ont besoin de ces infrastructures. Donc l'investissement dans l'éducation, la santé, l'habitat et dans des créations d'emplois aussi, comme dans des activités soutenables comme l'écotourisme. Quatrième type de projet, c'est l'investissement dans la recherche et le développement en sciences et technologies, avec comme objectif à moyen long terme un changement du modèle de développement de l'Équateur et donc passer d'une économie exportatrice de matières premières à une société, ce qu'ils appellent là-bas la société de la bioconnaissance. Donc, on voit qu'il y a, derrière tout ça, il y a quand même une articulation du projet au niveau national, avec une stratégie de développement qui est contenue en fait dans le Plan National para el Buen Vivir. Donc une stratégie, un plan de développement mis en place par le gouvernement équatorien, un plan sur 20 ans qui vise et qui met en place une stratégie et des objectifs très précis pour passer, et pour cette transition, pour passer d'une économie néolibérale, exportatrice de matières premières, qui vit
sur la destruction de ses ressources naturelles et de sa biodiversité, à une société de la bioconnaissance dans laquelle on vise à la fois la création d'un secteur d'industrie propre, tel que les biotechnologies par exemple, tel que le secteur pharmaceutique, pour développer des médicaments et pour lutter contre des maladies tropicales qui existent en Équateur, mais dont les médicaments qui existent aussi, mais ne sont plus financés, ne sont plus produits par les firmes multinationales qui ont les brevets parce que ça ne leur rapporte rien. Tout ça en n'oubliant pas que le gouvernement équatorien est l'un des premiers gouvernements à avoir interdit les brevets en Équateur et à avoir mis en place les licences obligatoires. Il s'appuie là-dessus sur le droit international. Donc, derrière tout ça, on n'a pas une privatisation du vivant. Pour que ce soit clair, hein, parce que quand on parle de biotechnologie, de firmes pharmaceutiques, on a toujours dans notre matrice brevet, brevetage du vivant, brevetage de la biodiversité. Non, hein, on n'est pas là-dedans. D'ailleurs, il se bat avec Action Ecologica et autres, Alberto Acosta, enfin tout ce qu'il appelle les écologistes infantiles, ce qui est quand même assez méchant. Quand même. Correa n'est pas un écologiste, mais il a très bien compris en fait que le meilleur avantage pour son pays, c'était pas le pétrole. C'était au contraire de laisser le pétrole sous terre et de parier à long terme, parce que ça on est dans du long terme là, hein, et de parier à long terme sur sa biodiversité. Et de baser tout son modèle de développement, son futur modèle de développement, sur sa biodiversité. Du coup, ce qui m'amène à un point sur lequel peut-être on ne va pas être d'accord avec Alexandra, on peut débattre là-dessus, c'est que pour passer à ce modèle de développement, bien entendu, il faut des ressources financières. Et là, on est dans une contradiction qu'on retrouve en Bolivie, hein, Hervé en parlait ce matin, qu'on retrouve aussi en Bolivie, entre aujourd'hui un modèle, bon, on est en train de passer en Équateur déjà à une économie post-néolibérale, avec un modèle de développement, une économie, un modèle développementaliste derrière, mais on est obligé dans cette transition de continuer à exploiter le pétrole. Quelle est la situation en Équateur actuellement ? Depuis 1999 et la crise financière, il n'y a quasiment plus d'industrie en Équateur. L'Équateur vit sur l'exploitation du pétrole, bien entendu, sur la crevette, production de crevettes, ce qui est polluant et qui a détruit toutes les mangroves, enfin une grande partie des mangroves en Équateur. Donc on ne peut pas parier là-dessus. Sur les bananes, difficile. Sur les fleurs, c'est encore plus polluant. Et sur le bois. Point. Pour financer cette transition, l'Équateur ne peut pas se permettre de fermer le robinet. L'Équateur ne peut pas se permettre d'arrêter d'exploiter le pétrole du jour au lendemain. Par contre, et c'est là où on passe à une société post-pétrolière, j'ai déjà parlé d'un aspect de la société post-pétrolière en Équateur qui est le changement de la matrice énergétique et productive. Un deuxième aspect, c'est la diminution peu à peu du poids relatif du pétrole et de l'exploitation des ressources naturelles dans le budget général de l'Équateur. Et là, l'objectif du gouvernement, c'est de passer d'ici 10 à 20 ans, de diminuer petit à petit et de passer à une économie qui ne dépendra plus en tout cas de l'exploitation du pétrole, qui continuera à l'exporter, mais qui ne dépendra plus de son exploitation. Et comme tous les pays, enfin c'est à peu près pareil, c'est pareil en Bolivie, bien entendu, l'Équateur exporte son pétrole, mais ne le raffine pas. Donc du coup, il importe
le pétrole raffiné. Voilà. Donc, du coup, 2 questions fondamentales en lien direct avec l'initiative Yasuni TT. Première question, c'est comment passer de la conservation du pétrole sous terre à une forme de génération de la richesse, de distribution et de redistribution économique. Deuxième question, c'est comment transformer cette information géniale qu'est la biodiversité en bioconnaissance pour créer justement un autre type de société. Derrière tout ça, il y a le modèle de développement ne doit plus être anthropocentré. Le modèle de développement de l'Équateur va être biocentré. On prend en compte les droits de la nature. L'Équateur a été le premier pays à reconnaître les droits de la nature dans sa constitution de 2008. Je vais revenir très rapidement sur ces droits de la nature qui ont déclenché de nombreux débats sur les politiques environnementales à mettre en place et qui constituent justement le paradoxe et la contradiction qui est à la fois présente dans la Constitution, mais aussi dans la politique du gouvernement, la contradiction entre la mise en place d'un modèle développementiste, et les droits de la nature, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Il y a une véritable contradiction là-dessus. Mais, oui. Mais on doit faire avec cette contradiction au début de la transition, en fait. Et petit à petit, passer outre ces contradictions. En fait. Alors, dans cette nouvelle conception de la nature est considérée en fait comme un être vivant avec lequel l'être humain doit vivre en harmonie. Et donc, du coup, la nature n'est plus considérée comme quelque chose à exploiter et à commercialiser. L'être humain fait partie de la nature, Evo Morales aussi le dit très, très souvent, et l'être humain ne peut plus se considérer en dehors de cette nature. La nature peut très bien vivre sans l'être humain ne peut pas vivre sans la nature. Donc, c'est une inversion de la logique occidentale. Donc, du coup, cette nouvelle conception ne peut concevoir une vision économique de la nature, ce qui va nous obliger à la construction d'autres types de relations, à la fois individuelles, mais aussi au niveau de la société avec la nature. Avec les droits de la nature, on reconnaît en fait des obligations morales pour protéger et respecter l'intégrité des écosystèmes naturels et éviter la pollution environnementale. Donc, du coup, l'initiative Yasuni TT, c'est bien une politique publique, ça c'est important, parce que c'est la première fois qu'un gouvernement propose un projet, une initiative aussi novatrice, c'est une politique publique de l'Équateur, en lien avec ces droits de la nature, et aussi qui répondrait aux nécessités des êtres humains. J'ai combien de temps encore ? Ok. Du coup, Alors, pour conclure, l'initiative Yasuni TT est bien un exemple pour que l'économie post-pétrolière et la justice écologique deviennent réalité. Elle nous oblige à penser à un autre type de développement, un développement qui ne soit plus fondé sur l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles, mais un développement qui prenne en compte une meilleure harmonie de l'être humain avec la nature. Et dans cette conception, il me semble que la prise en compte de la problématique des peuples indigènes en isolement volontaire est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, il s'agit de privilégier la vie de ces populations et les droits de ces populations et les droits humains face à l'exploitation pétrolière et à la manne financière qui en résulterait. Et là, en fait, ce serait un premier pas pour aller vers un autre modèle de développement qui n'est pas seulement
pour viser le développement économique, mais qui prennent en compte à la fois l'être humain, les besoins humains, mais aussi les droits de la nature. Alors, au niveau international, et je conclurai là-dessus, pour que cette initiative, j'ai beaucoup insisté sur le niveau national et l'articulation entre le projet ITT et le plan national de développement, et notamment qu'il y a une véritable vision nationale, malgré le fait que pour le moment, on continue d'exploiter le pétrole, mais il y a une véritable vision nationale pour sortir de cette société pétrolière. Au niveau international, cette initiative aura un véritable impact sur le réchauffement climatique que si elle est reproduite. Pour cela, l'Équateur a défini 3 critères pour que d'autres pays puissent reproduire les mécanismes du projet ITT. Premier critère, c'est être, je reprends les mots de l'Équateur, ce n'est pas les miens, là-dessus, être un pays en développement. Un des principaux attraits de ce projet, c'est de combattre le réchauffement climatique, c'est de maintenir et de protéger la biodiversité, mais c'est aussi de lutter contre la pauvreté et l'inéquité. Deuxième critère, c'est être un pays avec une méga biodiversité. Ce sont des pays qui sont en général situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, où se concentrent notamment les forêts tropicales. Donc ces pays possèdent la plus grande partie de la biodiversité de la planète. Troisième critère, c'est de posséder d'importantes réserves de combustibles fossiles dans des zones de haute sensibilité biologique et ou culturelle. Donc selon ces trois critères, les pays qui pourraient reproduire le projet ITT sont la Bolivie, le Brésil, la Colombie, la République démocratique du Congo, pour l'Équateur, l'Inde, l'Indonésie, Madagascar, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines et le Venezuela. On peut attendre encore au Venezuela. Pardon. Du coup, on va avoir des débats là, mais il me semble qu'il faut défendre et soutenir ce projet ITT. Tout simplement, parce que si le projet ITT échoue, allez demander à Rafael Correa d'arrêter d'exploiter le pétrole dans les autres zones de l'Équateur, ça sera impossible. 2, ça sera très difficile de proposer au niveau international un projet aussi innovant. Ce projet n'est pas parfait. Dans le manifeste qui a été lancé il y a 2 semaines, il me semble, en Espagne, qui a été rendu public il y a 2 semaines en Espagne, où à peu près 175 organisations écologistes, sociales, partis politiques, ONG de développement, etc., apportaient plus de 5000 personnes en Espagne, apportaient leur soutien à Yasuni ITT, on a émis 3 dangers. Alexandra en a parlé de quelques-uns, notamment le marché de carbone, mais finalement le projet ne rentre plus dans ces mécanismes. 2, la dette. Le projet prévoit encore l'annulation de la dette pour financer l'ITT, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ce qui peut être dangereux si cette partie de la dette est illégitime. Mais là, je vais laisser aux spécialistes en parler. Et troisièmement, on a eu peur à un moment, puisque la nouvelle négociatrice en chef du projet Yvonne Baki, est une néolibérale avec un CV néolibéral aussi long que George Bush, son meilleur copain. Mais elle est d'Équateur. Oui, mais elle est très amie avec George Bush. Yvonne Baki, en fait, on a eu très peur que le projet rentre dans les négociations, notamment avec l'Union européenne. En gros, on vous finance ITT et vous nous signez l'accord de libre-échange, les TLC. Alors, finalement, Rafael Correa a apporté un point final à cette peur qu'on avait, où il a dit on ne signera jamais
un accord de libre-échange, même avec l'Union européenne, ce qui est déjà pas mal. Donc du coup, débattons d'ITT, débattons des différentes problématiques de ITT, changement de modèle de développement, société post-pétrolière, les biens communs, éviter l'émission de CO2, les droits de la nature, bon, etc., etc., protection des droits humains, protection de la biodiversité. Débattons là-dessus, réapproprions-nous ces problématiques, mais soutenons ITT. Si ITT échoue, très sincèrement, je ne vois pas comment on va faire après. N'oublions pas que l'Équateur doit aussi se positionner au niveau géostratégique, que c'est ce qu'on appelle un nain politique au niveau international. Donc, sans l'appui des sociétés civiles internationales, l'Équateur, notamment pour faire pression sur les gouvernements nationaux dans nos pays, l'Équateur aura beaucoup de mal à ne pas échanger d'autres choses contre le financement d'ITT et aura beaucoup de mal aussi à avoir les financements pour ITT. Les problématiques d'ITT peuvent être défendues, par exemple, dans le mouvement des villes en transition, qui est un mouvement émergent aujourd'hui, alors en France, en Italie, en Angleterre et peut-être dans d'autres pays. Mais toutes ces problématiques peuvent rentrer aussi dans les théories de la décroissance. Enfin, du coup, réapproprions-nous toutes ces idées et soutenons le projet au niveau des sociétés civiles. Voilà, je vous remercie.